Pour parler justement des derniers événements entourant la question de Gaza, en dépit du cessez-le-feu et ce qui risque d'advenir notamment après les déclarations de Donald Trump, eh bien, je reçois Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, humaniste, auteur également. Bonsoir Ronnie Broman. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, Ronnie Broman, je le disais, un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dernier, après plus d'une année de bombardements intensifs. Mais à l'heure où on parle, la colonisation poursuit ses exactions, notamment à Jenin, ou même à Gaza, on déplore encore des morts. Alors que cela soit en temps de guerre ou en temps de paix, on le voit, le traitement des Palestiniens est toujours aussi singulier. Mais il est toujours le même, en fait. Le cessez-le-feu n'a fait que suspendre les hostilités. Mais je dois vous dire que je n'étais pas informé des pertes de Gaza. Les morts dont vous me parlez, je ne les connais pas. Je n'avais rien lu là-dessus. Ce que je vois surtout, ce sont les morts en Cisjordanie en ce moment, puisque l'attaque sur Jenin a été extrêmement violente. Et d'une certaine manière, Jenin est un petit Gaza. Euh, dans, dans le contexte de la Cisjordanie. Donc oui, en effet, le cessez-le-feu n'a absolument rien changé, si ce n'est, malgré tout, il faut quand même le saluer, qu'il représente une respiration pour les Gazaouis, un répit, même s'il est de courte durée, il est quand même bienvenu. Et on a vu d'ailleurs que les Gazaouis essayaient de rentrer chez eux. Malheureusement, en essayant de rentrer chez eux, ils n'ont pu que constater l'étendue des dégâts, le fait que leurs quartiers, leurs maisons ne sont plus qu'à l'état de ruines. Donc on imagine le désespoir, le désarroi de toute cette population. Mais sur un plan, disons, plus politique, c'est-à-dire par rapport à l'avenir, on voit bien que le cessez-le-feu n'est pas du tout accompagné d'une affirmation d'arrêt de l'occupation, d'arrêt de la colonisation. Bien au contraire, l'occupation va continuer et la colonisation va s'étendre. Donc rien n'est réglé, absolument rien. Et il y a fort à craindre qu'une fois les otages restitués, le conflit, d'une certaine manière, enfin les violences israéliennes reprennent sous une forme ou sous une autre, mais il y a fort à craindre qu'elles reprennent malheureusement. Alors, Ronnie Broman, en tant qu'humanitaire, vous avez travaillé et observé de nombreux théâtres de guerre et de conflits, mais pourquoi la situation palestinienne est-elle à part selon vous? Elle est à part parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la population gazaoui est enfermée, ou à peu près hermétiquement enfermée. Certes, un certain nombre de gens ont pu partir, ceux qui pouvaient payer au service égyptien, qui pouvaient monnayer leur traversée du passage de Rafah, mais pour plus de 2 millions de Gazaouis, Gaza est une prison à ciel ouvert. Et il n'y a pas de précédent au fait qu'une population soit massivement bombardée, alors même qu'elle n'a aucun endroit où fuir et qu'elle est donc prisonnière de ceux qui les bombardent. La deuxième, ce qui singularise Gaza, c'est aussi l'intensité des bombardements. Je ne sais plus, j'ai perdu le compte du nombre de centaines de milliers de bombes, y compris des bombes énormes d'une tonne destinées à détruire des bunkers enterrés et qui tombaient en fait sur le camp de réfugiés, qui provoquaient des dégâts absolument effroyables. Ça aussi, c'est une singularité. Et puis, une autre singularité, c'est que ce massacre qu'un certain nombre de gens, et j'en fais partie, qualifient de génocidaire, se produit avec le soutien actif des puissances occidentales, alors même que celles-ci se réclament du droit international humanitaire, de l'humanisme, du respect de la vie, de la démocratie. Eh bien, en dépit de tout cela, Israël continue de recevoir le soutien des Occidentaux. Et on voit d'ailleurs, en parallèle avec la guerre d'Ukraine, comment une même situation peut donner lieu à deux réactions différentes. En Ukraine, les Russes attaquaient l'Ukraine, occupent une partie, ils sont donc considérés comme les agresseurs, poursuivis par la Cour pénale internationale. Et personnellement, je trouve que c'est juste, que c'est comme ça qu'il faut faire. Un pays qui agresse et qui occupe doit être sanctionné.
Mais en Israël, qui agresse et qui occupe également, les puissances occidentales considèrent que c'est Israël qui est agressé. Donc une inversion totale de la situation, et donc qu'Israël a le droit de se défendre. Et c'est la première fois que l'on entend dire qu'une puissance occupante a le droit de se défendre contre la population occupée. C'est littéralement le monde à l'envers. Et ce deux poids, deux mesures, cette injustice dans le traitement de situations qui présentent pourtant des analogies, mais qui sont considérées comme étant contraires, voilà ce qui est révoltant, en plus de la violence infligée à des populations civiles, en plus du massacre aveugle auquel ont procédé les Israéliens. Voilà, donc aujourd'hui, on peut considérer que l'Europe, les puissances occidentales, et d'abord, évidemment, les États-Unis et l'Allemagne, mais aussi pas mal de pays européens qui continuent de maintenir des relations normales avec Israël au nom du fait qu'Israël serait une démocratie et que donc les démocraties doivent aider les démocraties. Et on voit que cette situation est moralement et politiquement désastreuse. Alors, Ronnie Broman, vous êtes médecin. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette étude du Lancet, la prestigieuse revue médicale britannique, qui estime que si l'on se rapporte aux pertes indirectes à Gaza durant cette année, on dénombrerait plus de 242 000 morts palestiniens au lieu des 48 000. Si cette indication est authentique, on n'a pas encore complètement réalisé l'ampleur de la catastrophe de Gaza. Oui, en effet, je connais cette étude. Je pense qu'il faudra la compléter une fois qu'il sera possible de rentrer à Gaza par des enquêtes auprès des familles pour savoir combien chaque famille a perdu, soit de personnes disparues, soit de personnes tuées et identifiées, soit de personnes malades qui n'a pas pu soit malade ou blessé, qui n'a pas pu se soigner. Il faudra donc compléter cette enquête. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le chiffre de 47 000 morts, qui est celui donné par le ministère de la Santé de Gaza, ce chiffre-là ne représente que les morts identifiés, c'est-à-dire avec un état civil relevé par les instances du ministère de la Santé. Mais évidemment, il y a tous ceux qui sont sous les décombres, tous ceux qui ont disparu, ceux-là, effectivement, sont pris en compte par cette étude du Lancet. Cette étude publiée dans le Lancet, c'est pas le Lancet qui l'a fait, c'est la London Tropical School of Hygiene. Et ce sont des épidémiologistes extrêmement sérieux, reconnus pour leur compétence à évaluer la mortalité dans les situations de catastrophe, qu'il s'agisse de guerre ou de catastrophes naturelles. L'un d'entre eux est d'ailleurs un ancien de Médecins sans frontières qui est devenu une référence en matière d'études de mortalité. Donc oui, en effet, les pertes sont bien plus grandes. Je dirais qu'il n'y aurait, si j'ose dire, que 47 000 morts, ce serait déjà une boucherie. Il y en a probablement 3 à 4 fois plus. C'est un désastre humain, c'est un désastre politique, je le redis, parce que c'est absolument révoltant. Mais là, le Lancet, en effet, fait un bon travail. Et d'ailleurs, il faut, je pense, soutenir les institutions qui aident à faire la lumière ou à apporter un peu de justice dans cette situation, comme par exemple la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a fait vraiment un bon travail, ces épidémiologistes qui ont été remarquables. Il faut avoir conscience que c'est un domaine explosif. De prendre des positions dans ce domaine-là, c'est toujours s'exposer à des risques d'insultes, à des retours très négatifs. Il en va de même, je tiens à le souligner, pour la Cour pénale internationale, qui fait l'objet d'attaques de la part des Israéliens, mais surtout en ce moment des Américains, qui ont pris une position juste et donc courageuse, parce que dans ce domaine, il est courageux d'être juste, et qu'il faut défendre aussi. Et d'ailleurs, il faut noter que pour une fois, les réactions occidentales ont été tout de même positives, car les attaques directes annoncées par Trump ont été suivies de réactions d'affirmation de la solidarité et du soutien de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et même des Pays-Bas à la Cour pénale internationale.
Donc ça, c'est quand même un pas important qui montre que l'emprise d'Israël n'est pas totale et qu'il y a tout de même des espaces dans lesquels la critique peut s'exprimer. Il faut surtout ne pas négliger cela pour les renforcer au lieu de l'affaiblir. Alors, j'aimerais vous entendre sur un autre sujet. L'accord du cessez-le-feu entré en vigueur, on l'a dit, il y a 18-19 jours. Il a été proposé il y a 6 mois, mais refusé par Netanyahou. L'arrivée de Trump aux manettes a dû infléchir la position sioniste. Mais une fois à la Maison-Blanche, le président américain évoque une opération de transformer la côte Razaoui en une sorte de Rivera. Et pour cela, il faut déplacer les 2 millions de Palestiniens alors vers la Jordanie ou l'Égypte, afin de non recevoir des représentants des deux pays, si toutefois on leur demandait leur avis. Alors dites-nous, à quoi joue Donald Trump avec la partition palestinienne? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Et on est bien obligé de prendre au sérieux le président des États-Unis, hein. L'homme qui dirige la première puissance mondiale Mais je dis ça ne peut parce que pas la être... Maison-Blanche a nuancé juste après le propos en disant que c'est pas ce qu'il a voulu dire, qu'il fallait comprendre entre les lignes. Enfin, ils ont essayé un peu de tempérer la sortie de Trump sur la Palestine. Tout à fait. Là, il y a eu une réaction, disons, de prudence de la part du département d'État. Mais je pense qu'il faut quand même obligatoirement prendre au sérieux un chef d'État lorsqu'il annonce quelque chose, même quand cette annonce est à la fois odieuse et grotesque. Grotesque, on le voit, parce que le département d'État a tout de suite dit que c'était pas possible de procéder de cette façon-là, mais elle est odieuse parce qu'elle traite d'une manière extrêmement légère, comme si ça allait de soi, le sort de 2 millions de personnes qui doivent disparaître dans les pays voisins, comme si elles n'avaient pas d'histoire, de résidence, d'attachement à cette terre, qu'on pouvait les déplacer, les prendre, les poser ailleurs. D'ailleurs, je pense que le terme qui convient, c'est le terme de déportation plutôt que de déplacement, qui est, je pense, trop neutre en l'occurrence. Alors, ça ne va pas se faire, mais il y a quand même des pressions extrêmement fortes et qui peuvent être suivies d'effets de la part des États-Unis sur l'Égypte notamment, puisque je crois qu'un quart ou un tiers du budget de ce pays dépend de l'aide américaine, et que donc, d'une certaine manière, ils ont la corde au cou. C'est une forme Alors, de est-ce que d'autres chantage. pays vont les aider? Pardon? C'est une forme de chantage à l'endroit de Mais oui, l'Égypte. bien sûr, c'est une intimidation, c'est du chantage. Cela étant, le président Sisi ne peut pas, quelle que soit la force du chantage, dire, eh bien, les frontières sont ouvertes et 2 millions de Palestiniens vont s'installer dans le Sinaï ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas impossible qu'il essaye de faire quelque chose dans le Sinaï, au moins avec quelques milliers ou dizaines de milliers de Palestiniens. Quant à la Jordanie, elle est elle aussi assez largement inféodée aux États-Unis, et beaucoup d'Israéliens considèrent que, sous le thème solution jordanienne, la Jordanie est le pays dans lequel tous les Palestiniens devraient s'expatrier, parce que c'est ce pays qui est la vraie Palestine. Et ça, c'est une idée qui remonte à très loin dans l'esprit des politiques sionistes. Moi, je ne sais évidemment pas tout ce qui va advenir, mais je vois à quel point Trump développe une politique de puissance, de coup de menton, d'intimidation, de chantage pour amener les différents pays sur lesquels il veut jouer, faire peser l'influence américaine, les amener à se situer par rapport à ses propositions. Hein, c'est-à-dire, c'est pas une discussion qui met aux prises une position avec une autre, c'est une politique de force que Trump veut imposer. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que les pays, la Russie, la Chine, l'Europe, les pays, divers pays africains vont réussir à s'unir, à créer des alliances, à résister à cette pression? Ou est-ce que c'est Trump qui va dicter les conditions des différents règlements de situation dans le monde? Ça, aujourd'hui, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas en mesure d'évaluer le rapport des forces. Je sais simplement que l'Amérique devient une menace
explicite pour le système international et pour de nombreuses populations. Et que c'est un problème qui n'était pas totalement prévu, enfin qui n'était pas à l'ordre du jour et qui se place au centre de la scène internationale maintenant. Alors vous avez écrit, je l'ai appris récemment, en 2002, vous avez écrit un texte collectif sur les exactions sionistes à Gaza en 2002, intitulé Pas en notre nom, entendu au nom de certains juifs. Dans une interview récemment, vous avez dit que Netanyahou avait une vocation de buter du juif. C'est fort, est-ce que vous pouvez vous expliquer? J'ai pas bien compris, pardon, vous pouvez le répéter? Dans une récente interview qui date d'il y a 3 semaines, vous avez dit que Netanyahou avait une vocation de buter du juif. Et je faisais référence à un texte que vous avez écrit collectivement en 2002, qui était intitulé Pas en notre nom, en parlant de certains juifs. Oui. Ben, ce que je voulais dire, c'était que, et ce que je continue de dire, bien entendu, c'est que le Premier ministre d'Israël en général, et pas seulement Netanyahou, prétend agir au nom des Juifs. En général, pas au nom des Israéliens, pas au nom des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs qui se trouvent en Israël, mais au nom des Juifs en général. Je rappelle que la majorité des Juifs n'est pas en Israël. Elle est dispersée dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis, mais pas en Israël. Et donc que ça, la manière dont dont les premiers ministres israéliens mobilisent les Juifs les Juifs dans le monde au service d'une politique criminelle est inacceptable. Et j'avais signé, en effet, ce texte que je n'ai pas écrit, mais que j'ai co-signé avec 37 autres personnes, des personnalités juives, Gisèle Halimi, Pierre Villiers Naquet, Daniel Ben-Saïd, etc. Nous avons signé ce texte à la suite d'une déclaration du président du CRIF, Roger Kuckerman, à l'époque, qui disait que tous les Juifs sont solidaires d'Israël, juste après que la police israélienne avait tué 19 personnes sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, suite à une manifestation pacifique qui avait été très violemment réprimée. C'était le début de la deuxième intifada, enfin, c'est ce qui a donné lieu à la deuxième intifada, et nous étions un certain nombre à ne pas vouloir être associés à cette répression criminelle, meurtrière, engagée à l'époque par Barak. Hein. C'était pas Netanyahou, c'était Ehud Barak qui avait fait ça. Donc, en effet, je considère que plus généralement, Netanyahou et le Premier ministre d'Israël sont d'abord l'ennemi des Palestiniens qu'ils veulent expulser ou soumettre ou occuper. Ça, c'est l'évidence, mais est aussi un danger pour de nombreux Juifs parce que les exactions commises au nom des Juifs entraînent des réactions négatives compréhensibles, même si elles peuvent être injustes parce que indiscriminées, des réactions négatives à l'égard des Juifs. Puisque les Juifs tuent les Palestiniens, eh bien, critiquer les Juifs, décider que les Juifs sont des ennemis, ça doit faire partie des choses logiques, des choses normales à dire. Non, ce ne sont pas les Juifs qui tuent les Palestiniens, ce sont les Israéliens, c'est l'armée israélienne. Et il faut absolument dissocier les Israéliens, c'est un pays, une nation d'extrême droite, violente, raciste, suprémaciste, de l'ensemble des Juifs qui, eux, ont des opinions très variées. Certains soutiennent, malheureusement, ce pays raciste, mais bien d'autres, au contraire, le condamnent ou ne veulent rien avoir, ne veulent pas être mêlés à tout cela. Et je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est un combat important, ça fait partie du combat contre toutes les formes de racisme. Alors, Olivier Broman, je vous demanderai une réponse très rapide. Toutes ces discussions nous font oublier que le sujet principal, c'est bien l'État palestinien et les droits des Palestiniens, car au fond, c'est que de ça qu'il s'agit. Absolument, et on le voit d'ailleurs, à peine le cessez-le-feu était-il prononcé à Gaza, que les Israéliens s'attaquaient à la Cisjordanie, remobilisaient du côté de la Cisjordanie. Il est clair que ce qu'ils attendent, c'est l'autorisation par Trump de déclarer que la Cisjordanie peut être annexée au territoire israélien. Il s'agit maintenant pour eux de regrouper le maximum de population dans quelques grands centres urbains, Jenin, Naplouse, Tulkarem, des grands centres comme ça, et de faire place nette sur toutes les terres agricoles, les zones rurales de Cisjordanie. C'est le plan
presque explicite qu'ils sont en train de poursuivre, et c'est face à ce vol de terre, à cette colonisation accélérée, enfin qui est en train de s'accélérer en tout cas, qu'il faut absolument réagir, parce que c'est là que les Israéliens mettent en effet tout leur poids. Et ça sera le mot de la fin, signé Ronnie Broman, humanitaire, médecin. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. Au À une revoir. prochaine fois. Au revoir.